Comme certains d'entre vous le savent déjà, un groupe qui se fait appeler Briefcase m'a envoyé leurs 3 vidéos de mallettes préférées et m'ont demandé si je voulais faire une compilation de fin d'année les mettant en vedette. Alors j'ai mis un vote sur un post de la communauté et demandé si c'était quelque chose que vous aimeriez voir, et plus de 90% de ceux qui ont voté ont pensé que ce serait bien. Cependant, avant de commencer, j'aimerais dire que je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec leur choix. Ce ne sont pas les cas avec le plus de vues ou le plus de likes. Quand Briefcase m'a défié de leur donner 3 vidéos, j'en ai bien eu une de correcte, et leurs 3 choix étaient dans ma liste restreinte de 10. Quoi qu'il en soit, voici leur numéro 3, qui date d'octobre 2020. La magnifique île des Bermudes se trouve dans l'océan Atlantique, à la limite occidentale de la mer des Sargasses, après que l'explorateur espagnol Juan de Bermudez a prétendu l'avoir découverte en 1505. Le pays n'a pas été colonisé par les Européens avant 1609, lorsque le navire britannique, le Sea Venture, a fait naufrage sur un récif en route vers Jamestown, en Virginie, et que les survivants ont réussi à atteindre l'île. Les colons britanniques ont ensuite commencé à y arriver en 1612. Bermuda est devenue un territoire d'outre-mer britannique et elle l'est restée depuis lors. En 1870, la population était de 12 000 et lorsque Son Altesse royale, la princesse Louise, fille de la reine Victoria et du prince Albert et épouse du gouverneur du Canada, est arrivée à Bermuda en 1873 pour échapper à l'hiver canadien, le pays a commencé à devenir une destination touristique populaire. Le pays avait également une position stratégique pour la marine britannique et possédait une industrie du sel en plein essor. La vie pour les gens qui y vivaient était bonne comparée à de nombreux autres endroits à l'époque victorienne. L'un des résidents des Bermudes était un gentleman nommé Edward Skeeters. Il avait la quarantaine et était marié à sa femme travailleuse, Anna. Il vivait à Daniels Head, très près de la petite communauté de Somerset, dans le nord-ouest de l'île, et à une vingtaine de kilomètres de la capitale du pays, Hamilton. Ils étaient mariés depuis environ 8 ans, et Edward travaillait comme homme à tout faire et ouvrier. Il avait la réputation d'être quelqu'un qui pouvait s'attaquer à la plupart des tâches, mais était selon tous les comptes un homme difficile. Il était très différent de sa femme Anna, au cœur gentil et de bonne nature, qui bien qu'elle disait toujours aux gens qu'elle était heureuse, la plupart des gens du Somerset considéraient que le mariage d'Edward et Anna n'était pas bon. Le couple n'avait pas d'enfants, car les 2 enfants qu'ils avaient eus ensemble sont tragiquement décédés en bas âge. Mais Anna avait donné naissance à une fille quelques années plus tôt d'une relation précédente. Malheureusement, l'enfant avait souffert d'un handicap intellectuel et ne vivait pas avec sa mère ou son beau-père. Elle rendait visite à sa fille aussi souvent qu'elle le pouvait, mais c'était seulement à de très rares occasions qu'elle amenait sa fille à leur chalet. Anna travaillait comme domestique pour une famille aisée du Somerset. Elle travaillait dur et était considérée comme une dame aimable et très modeste. Elle était toujours très silencieuse et passait ses journées à travailler et à s'occuper de son mari. Edward, cependant, était très différent de sa femme. Il n'était pas aussi hautement considéré par la communauté locale qu'elle l'était. Bien qu'il ait eu une certaine éducation et qu'il sache lire et écrire, il était connu pour être un mari infidèle qui était souvent agressif et qui déchargeait ses frustrations sur sa femme. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles il voyait une dame locale nommée Elizabeth Morris, et lorsque l'une de ses filles a découvert qu'elle était enceinte, des murmures ont rapidement commencé à dire que le père de l'enfant n'était autre qu'Edward Skeeters. Anna avait déjà quitté son mari plusieurs fois. Une fois, elle s'était même adressée au magistrat local qui lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider. Alors à chaque fois, la longue souffrance Anna est retournée chez Edward. Le dimanche 20 octobre 1878, Anna a fait ce qu'elle faisait tous les dimanches soirs et a assisté à la messe à l'église. En traversant le cimetière, elle a vu Anne Morris, dont la sœur attendait un enfant d'Edward. Anne a fait quelques commentaires à Anna, qui s'est précipitée dans l'église sans répondre. Elle avait l'habitude que les gens se moquent d'elle à propos du comportement de son mari, mais elle était toujours contrariée par les railleries.
Elle a quitté l'église juste après le service, sans rester quelques minutes dans le cimetière pour discuter avec d'autres membres de la congrégation. Elle ne voulait pas rencontrer Elizabeth Morris ou ses filles, Anne et Anna. Plus tard dans la soirée, Edward Skeeters était très inquiet. Il était revenu au chalet, mais sa femme était introuvable. Elle n'était toujours pas là le lundi soir après le retour d'Edward de son travail, et après avoir cherché un moment, il a commencé à demander à des amis et voisins s'ils avaient vu Anna, mais personne ne l'avait vue, et elle n'avait dit à personne où elle allait. Quand on lui a demandé exactement ce qui s'était passé, il a dit que lorsqu'il est rentré au chalet le dimanche soir, Anna n'était pas là, mais contrairement aux précédentes occasions où elle l'avait quittée, cette fois elle avait emporté certains de ses effets personnels, y compris des vêtements et de l'argent, apparemment sans aucune idée de l'endroit où se trouvait sa femme. Edward a placé une annonce dans le journal nommé The Royal Gazette. Il a offert une récompense à quiconque pourrait fournir des informations qui l'ont conduit à retrouver sa femme. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange dans la disparition d'Anna Skeeters, car le lundi, Edward était allé travailler une journée au chantier naval. Il a aidé à mettre du charbon sur un navire, quelque chose qu'il faisait particulièrement bien, et on lui demandait souvent de travailler au chantier naval. Apparemment, l'un des contremaîtres avait vu Anna le dimanche soir et lui avait demandé de dire à son mari qu'il devait se présenter là-bas le lendemain pour 2 jours de travail. Edward était toujours occupé et travaillait où que ce soit nécessaire. Il s'est présenté au contremaître le lundi matin, malgré l'absence de sa femme. Mais comment Edward a-t-il reçu ce message, si lorsqu'il est rentré à la maison le dimanche soir, sa femme était déjà partie? Il n'y avait aucun signe d'Anna. Personne ne l'avait vue, et ses amis ont commencé à se faire beaucoup de soucis pour sa sécurité. Beaucoup d'entre eux n'aimaient pas Edward. Ils n'aimaient pas la façon dont il traitait sa femme et le trouvaient égoïste, autoritaire et inconsidéré. À l'époque, les Bermudes n'avaient qu'une force de police à temps partiel et ils n'avaient pas pris la disparition très au sérieux. Ce n'était pas la première fois qu'elle partait, alors ils ont supposé qu'elle reviendrait bientôt, comme elle l'avait toujours fait par le passé. Finalement, sous la pression des amis d'Anna, le magistrat a ordonné à la police de chercher le cottage de Skeeter et, avec l'aide de certains résidents préoccupés de Somerset, ils ont ensuite effectué une recherche minutieuse de la côte, traversant tous les buissons de mangroves et regardant derrière les rochers n'importe quel endroit où ils pensaient que quelqu'un aurait pu cacher un corps. Alors que les recherches touchaient à leur fin, la police a trouvé un morceau de tissu blanc dans les petits bateaux de pêche d'Edward Skeeter. Au début, cela a causé une certaine excitation, car ils ont pensé que les faibles marques rouges pourraient être du sang et que le tissu aurait pu faire partie de la robe d'Anna. Mais cela aurait pu être beaucoup de choses, et alors que les recherches pour retrouver Anna se terminaient, le mystère entourant sa disparition continuait. Pendant la recherche, Edward était enfermé dans la prison locale, et lorsqu'il a été libéré, il a repris sa routine quotidienne. Il disait aux gens que sa femme l'avait quitté, emportant tout son argent. Mais où aurait-elle pu aller? Il y avait des bateaux réguliers qui quittaient l'île, mais personne ne pensait qu'elle aurait pu monter à bord de l'un d'eux et quitter sa maison et sa fille. Une semaine après avoir vu Anna quitter l'église pour la dernière fois, des pêcheurs ont regardé la mer. Le vent soufflait, rendant la pêche difficile ce jour-là. Alors qu'ils étudiaient les vagues, l'un d'eux a remarqué qu'il y avait un endroit dans l'eau où la mer était plus calme. Il a alerté les autres et ils ont tous observé les étranges visions. Tous les hommes pêchaient dans la région depuis de nombreuses années et n'avaient jamais remarqué cela auparavant. Les vents étaient trop forts pour qu'ils puissent sortir et enquêter. 3 jours plus tard, cependant, le temps a changé et les hommes sont partis en mer pour voir ce qui causait l'étrange phénomène. Alors qu'ils fouillaient la zone, ils ont finalement remarqué une forme au fond de l'eau, et en regardant de plus près, ils ont découvert un spectacle macabre. Ici, il y avait un corps attaché à une grosse pierre. Il était dans un très mauvais état, mais comme il avait très peu de bernacles attachés, il ne pouvait pas être dans l'eau depuis très longtemps. Les hommes ont également récupéré le gros poids en pierre, et il était exactement le même que les grosses pierres que l'on pouvait trouver sur le rivage, très proche de l'endroit où les résidents gardaient leurs bateaux. Les hommes ont emmené le corps sur le rivage et l'ont porté à la maisonnette d'Edward Skeeter. Ils ont ensuite informé la police,
des plongeurs d'un navire naval britannique ont été envoyés pour fouiller les fonds marins et ont trouvé des vêtements que des amis ont plus tard identifiés comme appartenant à Anna. Edward Skeeters a ensuite été arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Il a été emmené à la capitale Hamilton et placé dans une cellule. Les tensions étaient vives parmi les résidents de Somerset. Edward n'avait jamais été un homme populaire et maintenant la communauté voulait justice. Le procès a commencé à Hamilton en avril 1879 et Edward a plaidé non coupable. L'accusation a exposé à la cour qu'Edward était un mauvais mari qui avait eu des enfants hors mariage et était un homme au tempérament court et violent. La défense a cependant rappelé au jury que toutes les preuves présentées n'étaient que circonstancielles. Personne n'avait vu Edward commettre le crime, et il n'y avait aucune preuve pour dire qu'il l'avait fait. De nombreuses personnes ont témoigné que l'accusation avait dépeint Anna comme une femme au grand cœur et une épouse aimante. Une mère qui avait beaucoup souffert pendant ses 31 ans, mais être mariée à un homme aussi difficile et insensible était très dur pour une dame aussi bienveillante. Un homme nommé George Jobson, qui vivait très près d'Edward et Anna Skeeters, a dit au tribunal que le dimanche 20e d'octobre 1878, il avait assisté au service religieux de 7 heures du soir et quand il s'est terminé, il est allé directement chez lui. Il a remarqué que la porte de la résidence des Skeeters était ouverte et que les stores étaient tirés. Il a également observé qu'il y avait une lumière allumée. Il n'a vu personne ni entendu quoi que ce soit. Lorsqu'il a été interrogé par la défense, il a déclaré qu'il n'avait jamais entendu le couple se disputer et n'avait entendu aucun bruit le dimanche soir. Le procès a duré 7 jours et le lundi 2 juin, le jury a été envoyé pour délibérer. Ils sont revenus 20 minutes plus tard et lorsque le juge a demandé s'ils avaient trouvé l'accusé, coupable ou non coupable, le président du jury a répondu coupable et le juge a condamné Edward James Skeeters à mort. Avant son exécution, il a avoué son crime. Montrant du remords, il a dit que le dimanche 20 octobre, il était rentré chez lui après avoir rendu visite à Anna Morris. Lorsque sa femme l'a interrogé sur son lieu de présence, il lui a jeté une lampe à huile. Il a ensuite craint qu'elle ne le dénonce de nouveau au magistrat et ne lui montre les blessures qu'elle avait maintenant. Sans réfléchir, il l'a étranglé et a emporté son corps en mer où il l'a alourdi avec une pierre. Il regrettait beaucoup ses actions. Edward James Skeeters a été pendu à la prison de Hamilton à 7 heures du matin le 2 juillet 1879. Il a été enterré sur l'île de Burt à Hamilton et les autorités ont utilisé une grosse pierre qu'il avait emmenée en mer pour alourdir le corps de sa femme comme sa pierre tombale. Les habitants ont brûlé le chalet de Skeeter car ils ne voulaient pas être rappelés du terrible événement qui s'y était produit. Hannah Morris et son bébé, dont le père était Edward, sont tous deux morts pendant l'accouchement. Le numéro 2 était d'avril 2021, un cas qui représentait un pas en avant très important dans le travail de police scientifique. Francisco Rojas de Caraballo était né en 1865 dans la ville portuaire de Necochea en Argentine. Elle est située sur la côte atlantique de l'Argentine, à l'embouchure du fleuve Quiquengrand, à environ 330 miles de Buenos Aires et 75 miles au sud-ouest de Mar del Plata. C'était un endroit paisible pour grandir. Les pêcheurs quittaient le port au lever du soleil, et pendant l'été, les gens venaient visiter la ville et profiter de journées passées sur la large plage de sable, les sources chaudes ou une randonnée dans la forêt. Francisca était une enfant heureuse. Elle était toujours aimable et prête à aider. Sa famille vivait dans une petite maison et elle a reçu une éducation de base. À l'époque, il n'y avait pas de plan d'éducation efficace en Argentine car ce n'est qu'après l'adoption d'une loi en 1884 garantissant une éducation universelle gratuite et non religieuse à tous les enfants que l'éducation a commencé à devenir plus accessible à tous. Le pays entamait une phase de croissance économique. De nombreux Européens ont migré et avec l'essor industriel, les investissements étrangers se sont accrus.
La nouvelle période d'industrialisation signifiait plus de travail dans les grandes zones urbaines et les travailleurs arrivaient pour profiter des meilleures opportunités disponibles. Cependant, Francisca n'est pas partie. Elle est restée dans l'environnement plus tranquille de Necochea. Elle a épousé un gentleman nommé Ponciano Caraballo et ensemble, ils ont eu 2 enfants. Ils vivaient dans une maison à une courte distance de la ville principale. Ponciano travaillait de longues heures, mais ne gagnait qu'un revenu modeste. Leur mariage a rapidement commencé à rencontrer des difficultés et il y avait des rumeurs que Francisca avait été vue à plusieurs reprises en compagnie d'un autre gentleman. Les gens disaient à Ponciano que sa femme était une mauvaise femme et finalement, il a décidé de la quitter. À la loi, il a dit qu'il vivrait ailleurs et emmènerait les enfants avec lui. Il s'agissait de Ponciano, 6 ans, nommé d'après son père, et de Felisa, 4 ans. Cela a beaucoup bouleversé Francisca. Car bien que depuis l'adoption du Code civil argentin en 1869, où tous les civils, hommes et femmes, étaient considérés comme égaux, elle savait que sans le soutien de son mari, la vie serait très difficile pour elle. Elle lui a demandé de reconsidérer, mais il a décliné. Il était encore relativement jeune. Il a travaillé dur et a toujours fait de son mieux pour sa famille. Il pensait que lui et les enfants seraient mieux sans sa femme. Nous étions maintenant en 1892 et le pays se remettait d'une grave récession 2 ans plus tôt, lorsque le produit intérieur brut avait chuté de 11%. Et bien que les choses s'amélioraient maintenant, il y avait encore un grand nombre de personnes sans travail et les salaires étaient bas. Francisca se demandait ce qu'elle allait faire pour gagner assez d'argent pour vivre. Le 19 juin, le mari de Francisca, Ponciano, est allé chez eux. Il était un peu plus de 14 heures. Il a tenté d'ouvrir la porte coincée. C'était étrange. Francisca et les enfants auraient dû être chez eux. Elle ne l'avait pas informé qu'elle sortait et elle savait qu'il arriverait à ce moment-là. C'était un dimanche, la majorité des gens ne travaillaient pas. Soucieux pour ses enfants, Ponciano est allé voir son voisin, un monsieur nommé Ramon Velasquez, et lui a demandé s'il pouvait l'aider à essayer d'entrer dans la maison. Señor Velasquez et Ponciano sont retournés à la propriété et ont essayé d'ouvrir la porte. Finalement, ils ont réussi à créer une ouverture assez grande pour que les 2 messieurs puissent se faufiler. La maison n'était pas très grande, juste quelques pièces, mais en entrant, aucun des messieurs n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Francisca gisait près de la porte. Elle saignait du cou. En avançant vers la chambre, ils ont trouvé les enfants. Ils étaient tous les 2 morts et leurs têtes avaient presque été séparées de leur corps. Señor Velasquez a immédiatement appelé à l'aide. Les autorités sont rapidement arrivées. Ponciano était hors de lui de chagrin, et bien qu'il semblait que Francisca avait besoin d'une attention médicale, il n'était pas possible pour un médecin de l'examiner en détail, car elle était hystérique. La scène du crime a été examinée, et la police se demandait quel genre de personne pourrait commettre un acte aussi terrible, surtout contre Ponciano, 6 ans, et sa sœur de 4 ans, Felisa. Finalement, la police a pu parler à Francisca. Elle leur a dit que c'était son voisin, Señor Ramon Velasquez, qui l'avait attaqué. Il a été affirmé qu'il l'avait frappé avec une pelle, la même pelle qui bloquait la porte. Cette déclaration a cependant dérouté la police, car c'était un gentleman qui avait aidé Ponciano à entrer dans la maison et la porte avait été verrouillée de l'intérieur. Ils lui ont demandé si elle était sûre qu'il était l'auteur de ce crime horrible. Il semblait être un gentleman très doux, et les gens qui vivaient à proximité leur avaient dit qu'il était un voisin agréable et bienveillant. Francisca a expliqué que son mari avait demandé à Señor Velasquez de venir chercher les enfants, car ils allaient vivre séparément d'elle après qu'il a découvert qu'elle avait été infidèle. Elle a dit que Ponciano pensait qu'il serait mieux avec lui. Elle a ensuite raconté à la police que lorsque Señor Velasquez est arrivé pour récupérer les enfants, elle a refusé de les laisser partir. Cela a provoqué une dispute et finalement il l'a attaqué ainsi que Ponciano, 6 ans, et Felisa, 4 ans. Señor Velasquez a été arrêté et alors que les nouvelles du crime horrible se répandaient dans la ville de Necochea, il semblait que tout le monde le considérait coupable. Il a été emmené au poste de police et interrogé, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec les meurtres de Ponciano et Felisa ou l'attaque sur Señora Caraballo.
Bien que la police ait continué à l'interroger, il n'a pas avoué sa culpabilité, même sous certaines des techniques les plus brutales utilisées en Argentine à la fin du XIXe siècle pour essayer de faire avouer un suspect. Seigneur Ramón Velázquez n'a pas dit qu'il avait commis le crime. Il a continué à répéter qu'il n'avait fait qu'aider son voisin à entrer dans la maison. La police n'était pas convaincue et considérait que Seigneur Velázquez était probablement coupable, une opinion qui semblait être partagée par la plupart des habitants de Necochea. Cependant, lorsqu'ils ont mené des investigations plus approfondies, des témoins se sont manifestés qui ont confirmé qu'il était avec eux au moment où le crime aurait été commis. La police a pris leurs déclarations, qui correspondaient toutes à celles faites par Seigneur Velázquez. Ils ont revu sa déclaration. Ce qui ressortait, c'est qu'il avait dit que le matin du crime, Francisca était allée chez lui et avait eu une dispute animée avec sa femme. Il a aussi dit que Francisca était très en colère lors de son départ. La police avait pensé que Seigneur Velázquez aurait pu se rendre à la maison après les disputes, mais il avait un alibi. Et il y avait aussi le fait que la porte avait été verrouillée de l'intérieur. Ils ont commencé à se demander si l'auteur du crime pouvait être quelqu'un d'autre que Ramón Velázquez. Une semaine après l'événement, Francisca a pu être examinée par le médecin. Bien qu'elle ne soit plus en état de choc, elle prétendait ne pas être totalement rétablie à cause du coup qu'elle aurait reçu à la tête. Cependant, lors de l'examen, les médecins n'ont pu trouver aucun signe évident de contusion. Cela semblait très étrange, car la pelle trouvée sur les lieux du crime était grande et assez lourde. Les médecins ne comprenaient pas comment elle n'aurait pas reçu des blessures plus graves si elle avait été frappée avec dans le dos et la tête, comme elle l'a prétendu, surtout si elle avait été frappée par un homme fort comme Seigneur Velázquez. Il a également été noté que lorsqu'elle a été trouvée le 19 juin, elle n'avait qu'une petite coupure. Le 8 juillet, les nouvelles du crime avaient atteint la ville de La Plata, qui était à près de 300 miles de distance. C'était la capitale de la province de Buenos Aires, et comme les autorités étaient désireuses de résoudre le crime, une équipe de police plus expérimentée a été envoyée à Necochea, dirigée par l'inspecteur très expérimenté Eduardo Alvarez. Lorsque l'inspecteur Alvarez est arrivé à Necochea, Seigneur Ramón Velázquez était toujours en garde à vue, malgré très peu de preuves contre lui. Il était le seul suspect qu'ils avaient et ils étaient très réticents à le relâcher. L'inspecteur a visité la scène du crime. Il était impatient de regarder à l'intérieur de la maison et a essayé de déterminer ce qui s'est réellement passé le 19 juin. À présent, 20 jours s'étaient écoulés depuis que Ponciano et Felisa ont été assassinés. Il n'a pas perdu de temps, et après sa visite à la propriété, il a de nouveau lu les déclarations faites par Francisco Rojas de Caraballo et Ramón Velázquez. Quelque chose ne semblait pas correct. La déclaration faite par Seigneur Velázquez a été corroborée par d'autres personnes qui étaient avec lui lorsque le terrible crime s'est produit, mais la déclaration faite par Francisca n'avait aucun sens. Elle avait des blessures très mineures, et la porte avait été verrouillée puis renforcée en calant une pelle contre elle, tout cela de l'intérieur de la propriété. L'inspecteur Alvarez se demandait, avec si peu de preuves, pourquoi la police avait gardé Seigneur Velázquez enfermé si longtemps. Dans sa déclaration, il a dit qu'il avait entendu Francisca dire que son amant ne l'épouserait pas car elle avait de jeunes enfants. C'était très significatif, et l'inspecteur a considéré que peut-être c'était en fait la mère des enfants qui avait commis cet acte terrible. L'inspecteur est retourné à la maison. Il pensait qu'il devait y avoir quelque chose, une preuve, qui pourrait résoudre l'affaire. Il a soigneusement inspecté chaque pièce, accordant une attention particulière à la chambre des enfants. Sur la porte, il a remarqué une tache de sang séché, qui lui ressemblait beaucoup à une empreinte digitale. Elle avait pris une couleur brun foncé. L'inspecteur Alvarez a demandé à ses hommes de retirer soigneusement cette partie de la porte, car il pensait qu'elle pourrait s'avérer être une preuve médico-légale importante. Dans sa déclaration, Francisca avait dit qu'elle n'avait jamais touché les corps des enfants après qu'ils aient été trouvés. Si son empreinte digitale était prouvée, cela suggérerait qu'elle pourrait être responsable de leur mort. À cette époque, les empreintes digitales étaient utilisées, mais pas pour résoudre les crimes. Sir William Herschel est crédité comme étant le premier Européen à comprendre la valeur des empreintes digitales pour l'identification.
Il a documenté ses propres empreintes digitales tout au long de sa vie pour prouver leur permanence. Il est aussi reconnu comme le premier à avoir utilisé les empreintes digitales de façon pratique. Dans les années 1850, alors qu'il était officier britannique pour le service civil indien au Bengale en Inde, il a commencé à apposer des empreintes digitales sur les contrats. L'utilisation potentielle des empreintes digitales dans le travail médico-légal a été proposée pour la première fois par le docteur Henry Foulds en 1880. Sir Francis Galton a ensuite approfondi ce travail et a découvert que les empreintes digitales étaient une caractéristique unique d'une personne et que deux empreintes digitales n'étaient jamais identiques. L'inspecteur Alvarez avait un ami à La Plata nommé Juan Vucetich. Il avait émigré en Argentine depuis la Croatie en 1882, quand il avait 24 ans. À l'époque, la Croatie faisait partie de l'Empire autrichien. Il était un anthropologue qui travaillait au siège de la police à La Plata, où il développait davantage le travail de Galton sur les empreintes digitales. En mars 1892, il avait ouvert le premier bureau d'empreintes digitales d'Argentine. L'inspecteur Ulvarez a pris des empreintes digitales ancrées de Francisco Rojas de Caraballo et Ramon Velázquez et il les a envoyées à son ami pour analyse. Les résultats ont choqué la police et les habitants de Necochea, car l'empreinte sur la porte était identique à l'échantillon ancré fourni par Francisco. Cependant, la police n'était toujours pas sûre de la précision de ce type de preuve médico-légale. Néanmoins, ils ont présenté leur découverte à Francisca. Au début, elle semblait confuse, mais lorsque la police a expliqué la méthodologie derrière leur découverte, elle a avoué les meurtres de Ponciano et Felisa. Prenant maintenant conscience de la gravité de ce qu'elle avait fait, une Francisca très émue a expliqué à l'inspecteur Alvarez que son mari lui avait dit qu'il allait la quitter, et cela l'a beaucoup bouleversée. Alors elle a décidé qu'il serait préférable qu'ils meurent tous, plutôt que de vivre séparés. Elle pensait que si elle les tuait, puis se suicidait, ils seraient toujours ensemble. Elle a accompli la première partie de son plan, mais lorsqu'il s'est agi de mettre fin à sa propre vie, elle s'est trouvée incapable de le faire. Après cette confession, d'autres détails ont émergé sur ses fausses déclarations et comment elle a essayé de faire porter le chapeau à son voisin avec son accusation selon laquelle, dans un accès de rage, il avait pris un couteau de cuisine et l'avait attaquée, elle et ses enfants. Francisca a été accusée de meurtre et emmenée en prison, où elle a été examinée en profondeur par des médecins pour déterminer si elle était folle ou non. Elle n'aurait cependant pas à faire face à la peine de mort, car bien que le meurtre soit un crime passible de la peine de mort, en Argentine, à la fin du XIXe siècle, les femmes étaient exemptées des peines capitales. Finalement, les médecins ont convenu que Francisca Rojas de Caraballo était bien folle et le 20 septembre 1894, elle a été emmenée à la pénitentiaire de Dolores près de Mar del Plata. Elle y allait rester jusqu'à sa mort de nombreuses années plus tard. Les informations obtenues par le département de police ont encouragé le gouvernement à élargir ses recherches et en 1900, les premières cartes d'identité ont été délivrées. La méthode de classification des empreintes digitales de Vucetich a vite été adoptée mondialement par les services de police. Francisco Rojas de Caraballo a été la première personne à être condamnée par analyse d'empreintes digitales. La vidéo la plus choisie par Brief Club était de février 2021 et c'était celle que je leur ai donnée quand ils m'ont défié de nommer l'un de leurs choix. Marianne Charlotte de Corday d'Armont, mieux connue sous le nom de Charlotte Corday, est née le 27 juillet 1768 dans une ferme du petit village de Les Chanziaux en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Elle était le quatrième enfant d'une famille provinciale mais noble. Son père était Jacques-François de Corday d'Armont et le nom de sa mère était Charlotte-Marie Gauthier d'Archoux. La famille avait une lignée célèbre, car les frères de l'arrière-arrière-grand-mère de Charlotte étaient les célèbres dramaturges Thomas et Pierre Corneille. Bien que son père fût considéré comme un gentleman distingué, il n'était pas riche, et lorsque Charlotte était encore une jeune fille, la famille a déménagé dans la ville voisine de Caen, où il y avait de meilleures opportunités pour son père de travailler. Peu de temps après, la tragédie a frappé lorsque le 8 avril 1782, sa mère est décédée. Le décès de sa mère a profondément affecté son père.
Il essayait de soutenir sa famille et de contrôler son chagrin, mais trouvant cela très difficile, il a envoyé Charlotte et sa sœur Éléanore étudier à l'internat de l'abbaye ou d'Am. Là-bas, elle a commencé à lire les œuvres de Voltaire et Rousseau et a commencé à comprendre le mécontentement généralisé dans le pays envers la monarchie française et les mauvaises politiques économiques du roi Louis XVI. Elle s'est vivement intéressée au mouvement qui voulait instaurer un changement dans le système politique français. Elle voulait un gouvernement élu au niveau national et que les gens aient le droit de vote. En 1791, Charlotte est allée vivre avec sa cousine aînée à Cannes et les deux sont devenues de grandes compagnes. Elle a continué à s'intéresser vivement au changement en France qui avait commencé en 1789 lorsqu'une grande foule parisienne a pris la Bastille. Elle a commencé à soutenir les Girondins, une faction politique modérée qui voulait mettre fin au règne de la monarchie par le dialogue et des moyens pacifiques. Charlotte écoutait leurs discours et lisait leur littérature, ce qui était en grand conflit avec les vues plus radicales d'un groupe connu sous le nom de Montagnards, qui préférait une approche beaucoup plus agressive de la Révolution. Charlotte était très en désaccord avec les Montagnards et pensait que la France devait être sauvée d'eux. L'un de leurs leaders était un théoricien politique, médecin et scientifique nommé Jean-Paul Marat. Il diffusait ses sentiments à de grandes foules parisiennes et publiait ses opinions politiques dans son propre journal appelé l'Ami de Pope, où il pouvait exprimer sa suspicion envers ceux au pouvoir et véhiculer son message révolutionnaire à travers la France. Alors que Marat et Charlotte désirèrent la même chose, leurs moyens d'y parvenir étaient très différents. Le 2 septembre 1792, un terrible événement a commencé à Paris, connu sous le nom de massacre de septembre. Cela a commencé en partie à cause de la peur que les armées étrangères et royalistes attaquent la ville et que les détenus des prisons de la ville soient libérés pour les rejoindre. Une foule en colère s'est formée et a attaqué 24 prêtres qui étaient transportés vers une prison nommée l'Abbé. Personne n'a survécu. La foule a ensuite pénétré dans la prison et attaqué les détenus. La plupart des meurtres étaient précédés d'un procès, mais ce n'était rien de plus qu'un jeu pour la foule. Le jour suivant, Jean-Paul Marat a appelé les révolutionnaires provisoires à venir à Paris et à aider la cause. De nombreuses personnes sont arrivées dans la capitale, tandis que d'autres sont restées dans leur communauté et ont attaqué de supposés partisans de la monarchie. Au cours des 4 jours de cet événement terrible, on estime qu'entre 1100 et 1400 personnes sont mortes. La grande majorité étaient des criminels ordinaires en prison pour des délits mineurs tels que le vol, l'endettement ou la provocation d'une rixe en état d'ébriété. La plupart soutenaient la cause révolutionnaire et ont eu le malheur d'être derrière les barreaux au mauvais moment. Les personnes qui soutenaient les Girondins blâmaient principalement Jean-Paul Marat pour les massacres de septembre. Bien qu'il ait été un fervent défenseur appelant à une révolution, il y avait d'autres membres montagnards qui étaient tout aussi vocaux. Charlotte, néanmoins, le voyait comme l'initiateur. Il avait son journal dans lequel il pouvait exprimer ses vues radicales et encourager les gens à utiliser la violence pour provoquer le changement, chose à laquelle Charlotte était fortement opposée. Cependant, la violence a continué et le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI a été guillotiné. Son exécution a provoqué des troubles politiques et a permis à Marat d'utiliser son journal pour essayer de propager des sentiments anti-girondins. Cependant, les Girondins avaient encore une certaine influence et ont exigé que Marat soit jugé devant un tribunal révolutionnaire. Il s'est caché mais a finalement été arrêté et mis en prison en attendant son procès. Il a commencé le 24 avril et il a été accusé d'avoir imprimé des déclarations appelant à la violence et à la suspension de la Convention. Marat a plaidé non coupable. Lors du procès, il a habilement plaidé sa cause et a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Il a quitté le tribunal triomphant, entouré de foules acclamant qui s'étaient rassemblées pour le soutenir. Après cela, les Girondins ont commencé à perdre leur influence dans la Convention nationale et Charlotte craignait que la France ne sombre dans la guerre civile. Le 9 septembre 1793, Charlotte a quitté la maison de son cousin à Caen et s'est rendue à Paris, qui était à 200 miles de distance. Elle est arrivée la nuit et a trouvé un logement dans une auberge. Très fatiguée après son long voyage, elle est allée se coucher directement.
Le lendemain matin, elle s'est habillée et s'est rendue en centre-ville. C'était un matin agréable et tout semblait calme. Il n'y avait pas de désordre, juste des gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Charlotte était une jeune femme éduquée et éloquente, et alors qu'elle se promenait dans les rues, elle admirait l'architecture baroque française qui avait si profondément influencé l'Europe tout au long du XVIIIe siècle. Elle s'arrêta devant un magasin et regarda à travers la vitrine l'étalage. Il y avait de nombreux articles de cuisine à vendre, mais celui que Charlotte voulait était un couteau de cuisine de 6 pouces. Elle l'a acheté et est lentement retournée à son logement. Pendant les jours suivants, Charlotte a écrit un manifeste personnel intitulé « Adressé au peuple français, amis de la loi et de la paix ». Dans ce dernier, elle justifiait ses actes. Chaque jour, elle écrivait davantage, ne prenant une pause que de temps en temps pour une promenade. Elle a toujours pensé que Paris était si belle en été. Le plan de Charlotte était de confronter et de tuer Jean-Paul Marat devant toute la Convention nationale, un plan très ambitieux et qu'elle a vite appris qu'il ne serait pas possible, lorsqu'elle en a pris connaissance, qu'il n'assistait plus aux réunions car il souffrait d'un trouble de la peau et passait beaucoup de temps chez lui dans la baignoire pour essayer de soulager son inconfort. Le 13 juillet, Charlotte s'est rendue à la maison de Marat à la rue de Cordelier. Elle a frappé à la porte et c'est une dame nommée Catherine Évard, qui était la sœur de sa fiancée, qui a répondu. Charlotte lui a dit qu'elle devait voir Marat, car elle avait des informations sur un soulèvement girondin prévu à Caen. Cependant, Catherine Évard ne lui a pas permis d'entrer et a dit qu'elle devrait revenir une autre fois. Charlotte est revenue à la maison ce soir-là et cette fois, elle a été invitée à entrer. Elle a été escortée jusqu'à la baignoire où Marat se prélassait dans de l'eau chaude. Apparemment, c'est ici qu'il recevait la plupart de ses visiteurs. Charlotte le regarda. Il semblait plus âgé que ses 50 ans. Elle lui a donné les noms des Girondins et il les a notés. Il était satisfait de l'information et apparemment, il lui a dit qu'ils feraient tous face à la guillotine. Mais alors qu'il posait le papier, Charlotte a sorti un couteau qu'elle avait caché dans sa robe et l'a plongé dans sa poitrine. On dit qu'il a crié « Aidez-moi, mon cher ami », avant de s'affaisser dans sa baignoire. En entendant ces cris, les gens se sont précipités dans sa chambre. Un médecin a été immédiatement appelé et Charlotte a été appréhendée. Mais alors que le petit rassemblement de personnes regardait, il est devenu évident que Jean-Paul Marat était mort. Charlotte a été arrêtée et emmenée pour être interrogée. La nouvelle du meurtre avait déjà commencé à se répandre dans tout Paris. Et alors que sa calèche traversait la rue pavée en direction de la prison de l'Abbaye, une grande foule s'est rassemblée pour la suivre, certains ne croyant pas que cette jolie jeune dame, élégamment vêtue, aurait pu commettre un crime aussi terrible. Charlotte, cependant, n'était pas émue par toute cette agitation. Elle est restée calme et digne, sachant qu'elle avait accompli ce qu'elle s'était fixé de faire. Pendant son interrogatoire, ni les autorités ni les responsables judiciaires révolutionnaires ne pensaient qu'elle avait agi seule. Tout le monde croyait que cela avait été planifié par les Girondins et que Charlotte faisait partie d'un groupe de conspirateurs. Charlotte leur a dit qu'elle avait agi seule et qu'il n'y avait personne d'autre qui connaissait son plan. Son procès était une affaire banale. Elle n'a pas nié le meurtre de Jean-Paul Marat. Les autorités ont cependant voulu prouver qu'elle avait agi seule. Lettre d'adieu qu'elle avait écrite à son père avait été interceptée et a été lue au tribunal. Cela suggérait qu'elle avait minutieusement planifié le meurtre et que personne d'autre n'était au courant de ce qu'elle allait faire. Charlotte s'est levée et s'est adressée à la cour. Alotti, tout était justifié pour la sécurité de la nation. J'ai tué un homme afin d'en sauver 1000. J'étais républicain bien avant la Révolution et je n'ai jamais manqué de la résolution des gens qui peuvent mettre de côté leurs intérêts personnels et n'ont pas le courage de se sacrifier pour leur pays. Ses avocats étaient impuissants à la défendre car elle semblait déterminée à se sacrifier pour le bien de la France. À la fin d'un procès avec une foule bruyante à l'extérieur de la salle d'audience, Charlotte Corday a été reconnue coupable du meurtre de Jean-Paul Marat et condamnée à mort. Elle a été ramenée en prison où elle a fait une dernière demande
Elle a demandé si elle pouvait faire peindre son portrait, et cela lui a été accordé. Le 17 juillet 1793, Charlotte a été transportée à la place de Grève. Elle portait la surblouse rouge, ce qui signifiait qu'elle était une traître qui avait assassiné un représentant du peuple. Une immense foule s'était réunie pour la voir. Elle est entrée dans la guillotine d'une manière calme et résolue, une femme qui croyait fermement que son crime avait été commis pour le bien de la France. Après sa décapitation, un homme nommé Legros a soulevé la tête du panier et l'a giflé sur la joue, une action qui a beaucoup amusé la foule mais a offensé les officiels. Legros a passé 3 mois en prison. Le corps de Charlotte a été inhumé au cimetière de la Madeleine. Cependant, les conséquences de son crime n'ont pas eu l'effet sur la nation française qu'elle espérait. Jean-Paul Marat est devenu une figure de martyr en France. Des routes et des places ont été renommées en son honneur et sa sculpture a été installée dans un lieu important de Paris. La terreur a continué et les personnes qui étaient contre la Révolution ont été attaquées. La violence était toujours un événement quotidien dans les rues de Paris. Les femmes ne voulaient pas non plus être associées à Charlotte, car la plupart pensaient que cela n'aiderait pas le mouvement féministe français en développement qui avait pris de l'élan dans le pays. Sa mort, cependant, a marqué le début d'une phase modérée de la Révolution française, au cours de laquelle le peuple français s'est révolté contre un règne d'excès terroriste. Un an plus tard, en août 1795, la Convention nationale, qui était maintenant principalement composée de personnes soutenant le mouvement des Girondins, qui avaient survécu au règne de la terreur, a approuvé une nouvelle constitution. Bien que les actions de Charlotte n'aient pas été reconnues en 1793 comme héroïques, le temps a été plus clément avec elle, et maintenant beaucoup de gens la considèrent comme une héroïne qui est morte pour sa cause. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir écouté. C'était juste quelque chose de différent pour terminer l'année et j'espère que vous avez tous apprécié la sélection. Nous reviendrons à la normale le 3 janvier. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires et peut-être que nous pourrions le refaire dans 12 mois mais en utilisant une mesure plus spécifique. Comme le pourcentage de likes le plus élevé, je tiens à vous remercier tous pour vos commentaires et votre soutien pendant 2021 et je vous souhaite à tous le meilleur pour 2022 et j'espère vous revoir tous dans la prochaine mallette.